de la République, le Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin du 15 juin 1969 vous conférait la majorité absolue par 11 064 371 voix sur 19 007 489 suffrages exprimés. En vertu de l'article 7 de la Constitution, qui indique que le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés, au nom du Conseil constitutionnel, j'ai eu l'honneur de proclamer Georges Pompidou président de la République française. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme le grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Désigné par le peuple français pour exercer la charge de président de la République, j'en prends officiellement possession. J'évoquerai d'abord la personne du général de Gaulle. C'est lui qui a doté notre pays d'institutions grâce auxquelles nous avons connu 10 années de stabilité politique, dominé plusieurs crises extrêmement graves et enfin assuré sans secousse la transmission des pouvoirs présidentiels. Tout au long de ces 10 années, le général de Gaulle a, ici, représenté la France avec un éclat et une autorité sans précédent. Son exemple, mon devoir, m'est tracé par son exemple, comme il m'est dicté par la confiance que m'a manifestée le pays. J'ai la ferme intention de le remplir dans le strict respect de la Constitution de la Ve République et avec la volonté de maintenir la dignité de la France. Président de la République, on est un homme comme les autres, forcément, on a donc les mêmes préoccupations et les mêmes petits ennuis ou les mêmes petites joies que tout le monde, et en même temps, on est toujours chef de l'État. Alors, vous me montrez en habit dans des réceptions solennelles ou dans des circonstances officielles, mais si à ce moment-là j'ai un souci de famille, ou même simplement si j'ai un soulier qui me fait mal, vous savez, cela me rappelle très bien que je suis un homme. Et inversement, quand je suis à la campagne, et même si j'ai l'air de prendre le soleil dans une chaise longue, et si je le prends d'ailleurs, et avec grand plaisir, eh bien je ne peux pas ne pas me rappeler que je suis chef de l'État et qu'à ce titre, j'ai des responsabilités que je ne peux déléguer à personne et qui pèsent sur moi en permanence.
Viens là. Il est là. Il est là. Il est là. Vous arrivez à monter encore? C'est surtout ma femme. Rien qui manque plus que moi. Comme on dit. Il va peut-être gagner. Regardez, regardez, regardez. Pas au bord, parce qu'il n'y a rien qui me donne le vertige comme ça que de voir quelqu'un au bord. Écoute. Oh non, non, écoute, je t'en prie. Moi, je l'aurais pas pour aller, moi, mais je peux pas supporter de voir quelqu'un trop au bord. Ça, c'est impressionnant, hein, quand même. Si on voulait tuer quelqu'un et qu'elle poussait... Non, écoute, Oh, écoute. qu'est-ce que ça peut te faire d'être là ou là? Mais je Moi- veux voir le fond. Bah, écoute, tu le verras, non pas avec moi, alors, un autre jour. Écoute alors. Ça me fait peur. Et on dit que je suis autoritaire. Oh, ça, moi, je ne suis autoritaire que pour ça. En tout cas, ça fait pas... Ça va pas loin. Sourd. Il est plutôt Regarde mignon, les yeux non? qu'il fait. Il est sage, c'est fou, ça. Enfin, il pleure jamais. Hein? Là. Ah. Allez, va. Bon. Hop, Enfin, je vais le prendre, oui. hop là. Allez, alors. On va tout le monde. Voilà. Il en louche. Tu nous reprends ici quand tu as... On va aller se promener. C'est probablement un des aspects les plus difficiles à supporter
dans la vie de chef d'État et de responsable, c'est cette espèce de distance qui s'installe entre vous et les autres et qui, sauf en famille tout de même, grâce au ciel, existe toujours, s'installe petit à petit, se marque, on le sent. On n'est pas, pour les autres, n'importe qui. Est-ce qu'on en souffre? Moi, j'en souffre. Est-ce que vous avez essayé, Monsieur le Président, de réduire cette distance et... J'essaie le plus possible, constamment. J'essaie de me tenir au contact et même de me mettre au niveau, si vous voulez, de chacun. Je le fais d'ailleurs parce que je déteste tout ce qui s'apparente à la solitude, mais je le fais aussi, au fond, parce qu'il me semble que si on veut bien comprendre la vie, et donc les gens, et donc la vie d'un pays, eh bien, il faut essayer de se mettre un peu à leur place. Et que si la distance s'installe trop, eh bien, on ne se met plus à la place de personne. Dès qu'on est vis-à-vis de l'extérieur, et notamment en matière de politique étrangère, par conséquent vis-à-vis des autres pays ou leurs représentants, on est la France, et ça dicte et votre attitude, et vos paroles, et vos gestes, et même cela conditionne votre pensée. Son Excellence, Monsieur Alzamora Valdez, ambassadeur du Pérou. Monsieur l'ambassadeur, c'est bien volontiers que je reçois aujourd'hui les lettres par lesquelles le général Juan Velasco Alvarado vous accrédite auprès de nous comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Pérou.
En vérité, il y a des moments où l'on croit rêver. Voyons, il y a 3 semaines, j'ai vu M. Waldeck-Rochet marcher à la tête d'une foule qui défilait derrière le drapeau rouge en tendant le poing et en hurlant pour réclamer le pouvoir. J'ai entendu les chefs de la CGT déclarer que la grève était politique, qu'elle avait pour but de chasser le pouvoir gaulliste, c'est-à-dire le président de la République que vous avez élu, et le gouvernement légal. J'ai entendu M. Mitterrand parler comme s'il était le maître du pays. Il se débarrassait d'un revers de main du président de la République, il exigeait, contre la Constitution, la démission du gouvernement légal, il en mettait à la place un insurrectionnel dont il fixait la composition, 10 membres, dont il désignait le chef, M. Mendès France, qui, hélas pour lui, s'est précipité, et M. Mitterrand se réservait la présidence de la République. Tout cela, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, comme moi. Eh bien, ces jours-ci, en suivant à la télévision la campagne électorale, j'ai retrouvé ce même M. Waldeck-Rochet, ce même M. Mitterrand, et je ne les reconnais pas. Ils sont devenus de véritables agneaux, de purs démocrates, embrassant le drapeau tricolore, ne voulant entendre parler d'arriver au pouvoir que par les voies les plus légales. Et encore, demandent-ils simplement de participer à un gouvernement avec d'autres, entre républicains. Est-ce qu'on prendrait les Français pour des naïfs ?
Ce que je souhaite, c'est que vous sentiez que de cette rencontre, nous sommes convenus que la coopération et l'amitié entre la France et l'Union soviétique, telle qu'elle résulte de l'histoire, de la géographie, de l'action du général de Gaulle et de l'action qui a été poursuivie depuis, et par les dirigeants soviétiques et par nous-mêmes, eh bien, cette politique de coopération ira en s'étendant et en s'affermissant pour, je crois, la satisfaction de nos opinions publiques et pour la stabilité en Europe tout entière. J'ajoute que M. Brejnev m'a invité à faire une nouvelle visite officielle en Union soviétique et que, bien entendu, je n'en ai pas repoussé le principe tout en répondant, et il a bien voulu convenir que c'était naturel, qu'il n'était pas possible aujourd'hui d'en fixer le moment. Il est essentiel de respecter la solidarité politique, c'est-à-dire essentiellement la solidarité de tous les membres du gouvernement sur les grandes lignes, les grandes orientations de la politique française telle qu'elle est définie par le gouvernement et par moi-même. Nous nous trouvons devant des années, et en tout cas une année qui sera à bien des égards difficile. Cela peut nous étonner parce que nous avons vécu des années à bien des égards d'une facilité exceptionnelle. Mais enfin, je comprends très bien que devant les difficultés, il faille faire un retour sur soi-même. Devant ces difficultés, nous ne devons pas, vous ne devez pas courber l'échine, laisser passer, attendre que l'orage nous ait abandonnés, n'est-ce pas? Nous ne devons pas non plus, au jour le jour, rapetasser tant bien que mal la situation, ou en tout cas les éléments de telle ou telle situation. Il faut que le gouvernement ait une politique, il faut qu'il ait une volonté, il faut qu'il ait la présente à l'esprit qu'on ne gouverne qu'en prévoyant et en agissant.